house manager of the most luxurious hotel in the capital of Rwanda. A place that my family and I happily called our home. Until the day everything changed. Daddy, there are soldiers on the streets. You believe in heaven? I don't know if I believe in heaven, but I believe in hell. One, two, three. Won't you come on in? This world has more secrets than we could possibly imagine. Miracles I get. Rwanda, 1994-2024, en 30 ans, comment le génocide contre les Tutsis a-t-il été porté à l'écran? Black Flies, Sean Penn et Ty Sheridan nous plongent dans l'enfer des ambulanciers urgentistes de New York. Et puis le retour des Titans avec le blockbuster Godzilla Kong, le nouvel empire. Voilà pour le programme de ce nouveau numéro 100% cinéma de l'affiche. Bienvenue à vous et comme tous les mercredis, nous avons le plaisir d'être avec Thomas Borez, notre chroniqueur cinéma. Bonjour Thomas. Bonjour Natacha. Et d'abord donc coup de projecteur sur le Rwanda qui commémore les 30 ans du génocide contre les Tutsis. À cette occasion, nous vous proposons toute cette semaine dans À l'affiche une programmation spéciale autour de la scène artistique au Rwanda. Et avec vous Thomas, on va bien sûr parler 7e art. Comment ce génocide contre les Tutsis a-t-il été représenté au cinéma ? C'est d'abord les Occidentaux qui se sont emparés de ce drame. L'un des films les plus célèbres, alors il y a eu des documentaires, mais sur le territoire de la fiction, c'est bien sûr Hôtel Rwanda de Terry George, avec notamment Don Cheadle et Jean Reno. Voilà un film sur un personnage qui a censément existé, qui est dans le film présenté comme un héros. Aujourd'hui, la figure de ce supposé héros est controversée et semble plus ou moins disqualifier ce film qui, à l'époque, avait été nominé à l'Oscar. Presque dans la foulée, Hollywood avait signé Shooting Dogs de Michael Caton-Jones. On peut dire que... Alors là, on voit Don Cheadle et le héros qu'il est censé incarner. Alors, héros avec des guillemets, comme je l'ai expliqué. Je disais justement que Hollywood avait aussi, surfant sur le succès de Hôtel Rwanda, Shooting Dogs de Michael Caton-Jones, deux films qui employaient vraiment les ressorts narratifs occidentaux pour effectivement plaire et séduire le public. En France, deux adaptations notables ont tenté de personnifier l'horreur. Celle de Notre-Dame du Nil de Scholastic Mukasonga par Atik Raimi en 2019 et la même année, celle de Petit Pays, ce livre de Gaël Faye, par le français Éric Barbier, avec notamment Jean-Paul Rouve. Mais quand on parle justement de génocide rwanda au cinéma du point de vue occidental, citons le film du franco-haïtien Raoul Peck, Quelques jours en avril, tourné en 2004, soit la même année que Hôtel Rwanda, qui lui n'a rien perdu de sa force expressive et qui a été tourné sur place. Je propose de regarder quelques images du film. What's wrong with you? Hey, what's wrong? Forget something? I can speak for this man. He is loyal. He is a good soldier. The army is filled with traitors. Then I will take him to the headquarters myself. You want to help? You want to help? Umva. Give him a machete. Voilà, on reconnaît l'acteur Idriss Elba sur ces images. Voilà pour les films étrangers sur ce génocide des Tutsis. Qu'en est-il des cinéastes rwandais? Est-ce que eux se sont appropriés leur propre histoire via la fiction et le cinéma? Absolument, et c'est bien justement de le noter. C'est ce qu'avait fait d'ailleurs le Festival du film francophone d'Angoulême en 2022, qui avait eu la riche idée de mettre à l'honneur cette production méconnue et pourtant très active. Et parmi toutes les films qui avaient été sélectionnés, on se souvient peut-être de Neptune Frost, co-réalisé par l'actrice et réalisatrice rwandaise Anissa Uzeman et le réalisateur américain Saul Williams. Un film qui ne traitait pas directement du génocide, c'était presque dans un futur proche, un cinéma presque fantastique et presque de la science-fiction, mais qui bien sûr était imprégné des douleurs propres au pays. La preuve que par le genre, parfois en détournant un petit peu, en faisant un pas de côté, on peut exprimer au plus juste les choses. En 2019, c'est le FESPACO, le Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, qui avait remis
remis l'équivalent de sa palme d'or, hein, l'étalon d'or du Yenanga, un jeune cinéaste rwandais. On le voit ici, Joël Karekezi, pour son long-métrage La miséricorde de la jungle, dont l'action se déroulait 4 ans, certes, après le génocide des Tutsis par les Hutus, mais qui en était fortement imprimé. Et ce même Joël Karekezi, qui avait signé en 2011 un film très fort, alors là, pour le coup, directement inspiré du génocide, c'est Ambabazi, le pardon. Notons que ce réalisateur avait 9 ans quand a eu lieu la tragédie au Rwanda. On regarde quelques images justement de ce pardon. Voilà pour cet extrait d'Imbabazi, le pardon. Et n'oubliez pas que toute cette semaine, dans À l'affiche, nous vous proposons une programmation spéciale à l'occasion de la commémoration donc, des 30 ans hein, de ce génocide des Tutsis au Rwanda. On va passer aux sorties de la semaine à présent, avec d'abord Black Flies du français Jean-Stéphane Sauvert, un drame étouffant porté par Sean Penn et Ty Sheridan. Thomas. Voilà, alors il faut complètement oublier l'image d'Épinal d'une New York touristique avec ses bobos et ses enseignes franchisées, parce que dans ce Black Fly du français, vous l'avez dit, Jean-Stéphane Sauvert, on suit le quotidien nocturne de 2 ambulanciers dans la Big Apple qui se coltinent une violence sans nom. Voilà, ce n'est pas New York, c'est vraiment un cercle de l'enfer de Dante. Regardez à quoi ça ressemble. What am I doing? Helping people get better. I'm worried about you. You need help. I told them it was a mistake. Get away from me. Seriously, man, be careful. We all work in the darkness. You don't gotta let it inside you. You ain't got what it takes for this life here. Voilà, face ou plutôt à côté de Sean Penn, vous l'avez cité, on reconnaît Ty Sheridan. C'est un acteur de 27 ans et déjà une longue carrière, puisqu'on l'avait découvert en 2011, c'était son premier rôle dans The Tree of Life de Terrence Malick. On l'a revu ensuite dans des productions très différentes. Les fans de X-Men, notamment, le connaissent comme le Cyclope. Mais regardez, The Card Counter, Ready Player One, forcément de Steven Spielberg. On l'a rencontré, ou plutôt F. Jackson l'a rencontré lors du dernier festival de Cannes, Ty Sheridan, et il nous parle du message qu'entend livrer ce film. Écoutez-le. Je pense qu'il pose la question de notre rapport à la mort, notre tolérance à la souffrance et à celle des autres, la responsabilité de chacun, et comment on traite ces personnes qui gèrent autant de responsabilités. Peut-être que nous n'avons pas pour eux le respect qu'on devrait, particulièrement dans ce monde post-Covid, alors que ces urgentistes ont joué un rôle super important. Voilà, Ty Sheridan au micro d'Eve Jackson. Le film a plutôt divisé la critique. Thomas, certains estiment que la violence est vraiment esthétisée à outrance dans ce film. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Je pense qu'effectivement, mais alors après, pour moi, c'est pas forcément négatif. On peut accuser le cinéaste, effectivement, de se lever dans cette noirceur et puis de s'y complaire. C'est assurément, pour moi en tout cas, une intention narrative, aussi narrative que stylistique. L'idée, c'est de montrer la détresse d'un homme, en l'occurrence celui, Gene, incarné par Sean Penn, qui, fort de ses nombreuses années de service, j'allais dire de sévice, ne semble plus avoir foi en l'humanité et commence, et plus du tout par lui-même. C'est-à-dire qu'on sent vraiment que c'est quelqu'un qui est totalement perdu. Et ce que j'aime, c'est la façon dont la caméra du réalisateur ausculte ce visage abîmé, strié de rides. Ça tiendrait presque de l'œuvre picturale. Moi, j'ai fait un rapprochement avec, là on le voit, avec un des tableaux célèbres de Goya, 2 vieillards mangeant de la soupe. Il ne doit pas être content que je dise ça, Sean Penn, mais je trouve qu'il y a comme ça une espèce d'approche picturale assez saisissante dans le film. Voilà, c'est finalement le français, donc Jean-François Sauvert, qui l'a adapté. Je dis finalement parce qu'à la base, c'était Darren Aronofsky qui devait le réaliser avec Mel Gibson. Voilà, Jean-Stéphane Sauvert, qui avait fait donc Johnny Mad Dog notamment, ou encore Une prière avant l'aube. Voilà, il adapte ici un roman d'un ancien ambulancier new-yorkais, Shannon Burke.
On passe à toute autre chose. On change de décor, Thomas, avec quelques jours, pas plus, de Julie Navarro. Benjamin Biolay y incarne un critique rock qui va à la fois tomber amoureux de Camille Cotin et loger chez lui un migrant afghan. On regarde la bande-annonce et on en parle juste après. Daoud, this is my daughter Emily. Ouais, ça arrache sa grand-mère, hein. Wow. You like this music? Yeah, shit. French music, it's shit. And bon appétit. Thank you. I don't give a fuck, man. This is not my life. L'important, c'est de vite se débarrasser de lui, c'est ça? J'ai une vie, moi aussi. Garde-la, ta petite vie. Parfois, même tout donner n'est pas forcément suffire. Par contre, il faut arrêter de me regarder comme ça, parce que ça fait 217 jours que j'ai pas baisé. C'est précis. Ah, qu'elle est jolie, la fiction sociale française, voilà, qui, pour se donner bonne conscience, dresse en toile de fond le sort des migrants en France. Je dis toile de fond, car il ne faut pas abuser non plus. Il faut, pour que le film existe, eh bien, il faut des vedettes au premier plan, propres à ne pas plomber l'ambiance. Hein, voilà, eh bien, Benjamin Biolay et Camille Cotin s'en chargent. On scrute ici évidemment le rapprochement programmé. Alors à la fin, attention spoiler, leurs mains se joignent enfin au gros plan. Eh bien Daoud, lui, le réfugié afghan, est relégué derrière le cadre, dans le flou, évidemment. C'était évidemment l'élément accessoire malheureux du film. Voilà, il n'était déjà pas sur l'affiche, donc hein, on comprend mieux qu'il soit désormais hors champ. Voilà, vous l'aurez compris, toute cette critique est vue avec l'ironie qu'il sied. En tout cas, ce genre de questions d'éthique, Thomas, ne semble pas encombrer Godzilla Kong, le nouvel empire, dans lequel la destruction de l'humanité ne semble n'avoir jamais été aussi proche. Voilà, Godzilla, célèbre monstre de cinéma nippon, s'est découvert une nouvelle jeunesse à partir de 2014, tout comme son quasi-homologue américain King Kong. Voilà, c'est le 5e volet déjà de cette franchise explosive, forcément. Un 5e volet qui entend nous raconter l'origine de l'association des deux titans. Voilà, vous savez tout. Eh bien, on va regarder à quoi ça ressemble. Merci beaucoup, Thomas. Merci à vous de votre fidélité. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux, à l'affiche sur X et Instagram. Très belle journée à vous et on se quitte comme promis avec la bande-annonce de Godzilla Kong, le nouvel empire. Je vous dis à très vite. Can't stop this on his own. He won't be alone.